Guys, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de présenter un tout petit peu notre nouveau coach, Ruben Amorim. On va essayer de décortiquer un peu son parcours, histoire de comprendre sa philosophie, sa mentalité et sa persévérance. Bien évidemment, guys, dans un premier temps, nous allons commencer par saluer, remercier Ruud van Nistelrooy, René Haké et Rouvla. On pensait que ça allait durer plus longtemps. Malheureusement, cela a duré que quelques mois. Quand je pense quand même que pendant l'été, on a passé quasiment un mois en les présentant, en faisant les louanges de ceux-là, en pensant que Ruud van Nistelrooy allait révolutionner notre attaque, allait apporter un schéma tactique offensif, que René Haké allait nous donner une structure défensive. Franchement, quelque part, c'est du gâchis. Parce que oui, au moment T, on était content, très content même de leur venue. Parce que moi, personnellement, je pensais que si jamais Ten Hag venait à sauter, tout de suite, on allait le remplacer par Ruud van Nistelrooy et derrière, René Haké et Rouvela et consorts. Donc vont rester dans le staff. Malheureusement, non. Donc c'est du gâchis finalement. C'est du gâchis dans le sens où on était excités, on était très contents de leur venue et malheureusement, encore une fois, cela n'a duré que quelques mois. Ça prouve le manque quelque part d'expérience d'Ineos parce que vous n'allez pas aller chercher tout ce beau monde-là et après finalement, au bout de 2 mois, vous les liquidez. Si dès le départ, vous n'étiez pas sûr sur l'avenir de Ten Hag, il fallait appuyer sur le bouton rouge. On l'a dit, guys. Désolé, mais on l'a dit. On l'a dit à plusieurs reprises, appuyez sur le bouton rouge. Et voilà. Donc là, Ten Hag, ça me fait ni chaud ni froid. Désolé, de moi, ça me fait ni chaud ni froid. Encore une fois, merci à Ten Hag pour ses trophées. Mais je vous ai dit, je n'en pouvais plus. Franchement, je n'en pouvais vraiment plus. Quant à Ruud van Nistelrooy, guys, mine de rien, il s'est fait une belle publicité. Il est là. Au bout de 4 matchs, il a eu de bons résultats. 3 victoires, un match nul. Un match nul qu'on aurait pu gagner contre Chelsea en plus, donc ce n'est pas des moindres. Franchement, je pense que quelque part derrière, il s'est ouvert les portes aujourd'hui pour pouvoir donc peut-être retravailler en première ligue. Je pense que c'est pas un mauvais manager. Je pense qu'il nous a montré quelque part qu'est-ce qu'il aurait pu nous apporter. Surtout défensivement, je dirais que pendant les 4 matchs offensivement, c'était pas trop sans sas, mais pendant les 4 matchs que nous avons vus, on n'a pas pris beaucoup de buts. Le premier match, bon, c'est normal, il y avait encore l'ombre de Ten Hag. On a gagné 5-2, donc on a pris 2 buts. Ensuite, on a joué contre Chelsea 1 partout. Vu la frappe, je pense que ça allait être difficile quand même pour n'importe quel gardien de l'arrêter. Par contre, je répète, Dalot aurait dû faire un pressing et ressortir avant qu'il ne shoote. Bref. Ensuite, nous avons gagné contre PAOK 2-0. Mais défensivement, c'était solide. Ensuite, 3-0 contre Leicester. Bon, c'est vrai que sur les 4 matchs, il y a eu Leicester à 2 reprises. Mais encore une fois, n'oublions pas que Leicester a su quand même trouver le chemin défilé à plusieurs reprises jusque-là. Donc, c'était la première fois en première ligue qu'il n'arrivait pas à trouver le chemin des buts. Donc, je dirais que Ruud van Nistelrooy nous a apporté, et René Haké, bien sûr, la combinaison des deux, nous a apporté quelque part une espèce de stabilité défensive. Et je pense, en termes de morale, psychologiquement, l'équipe, elle est bien plus mature, elle est bien plus aujourd'hui épanouie que Ten Hag. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, Amorim, il récupère quand même une équipe qui est plus confiante. C'est quand même un point qu'il faut souligner. Et Ruud van Nistelrooy l'avait souligné dans une de ses interviews, c'est plus facile de manager une équipe qui gagne que de manager une équipe en perdition. Donc, merci à vous, guys, sincèrement. Bon vent. Ruud van Nistelrooy, je pense que ça ne va pas être long. Je pense que derrière, il va trouver un club de première ligue même, voire en Allemagne, mais je pense que ça va pas être long. René Haké, malheureusement pour lui, qui était dans l'ombre, c'est triste. Rouvela, par contre, j'ai oublié c'était quoi déjà. J'ai oublié si c'était le spécialiste des gardiens ou le spécialiste des coups francs. Franchement, je ne sais plus. Après bon, j'ai pas pris le soin d'aller regarder parce que franchement, maintenant on s'en fout. Il est parti. Ciao, bye bye. Mais franchement, encore une fois, ça me peine. Les deux là, le fait qu'ils soient partis, ça me peine. Voilà. Pas que derrière, je suis contre
le fait qu'il y ait de nouvelles personnes qui arrivent. Mais voilà, quand je me refais le film de l'été, franchement, on a fait combien de vidéos là-dessus? On a parlé de Ruud van Nistelrooy, on a parlé de René Haké, on a pris un certain temps avant qu'ils obtiennent leur visa. Donc il y a eu pas mal d'événements qui se sont enchaînés. Malheureusement, ben c'était éphémère. Mais dans le fond, guys, je l'ai dit, hein, je vous l'ai dit qu'il partait. Dans le fond, je vous l'ai dit. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, en termes de communication, il y a des choses que moi je comprends très vite. C'est pas parce que je veux, voilà, mais je vous l'ai dit. Bien sûr, je vais pas venir vous dire il part alors que je n'ai aucune preuve. Je vous ai dit, pour moi, il partait. Mais c'était prévu, hein, c'était vraiment visible. Et je pense même qu'il le savait. Il nous a dit à plusieurs reprises, il va falloir que je parle avec le coach. Je pense que, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une discussion probablement avec Ashworth ou Berada, et on lui a fait comprendre que derrière, bon ben nous, ça sera pas nous quoi. Nous, voilà, on t'aime bien, franchement. Ça, ce qu'on appelle un peu fuir ses responsabilités. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Ce qu'ils ont dû lui dire, bon franchement, Ruud van Nistelrooy, tu sais, hein, on t'a fait venir, on t'aime bien, t'es le gars, t'es the man. Malheureusement, bah, derrière, la discussion, tu dois la prendre avec Amorim. Mais en fait, je pense que dès le début, il le savait. Du fait que Amorim vient avec son personnel, donc il vient avec 4 membres, on va faire dans une autre vidéo, on va essayer de les présenter dans une autre vidéo, quand j'aurai le temps. Désolé, mais quand j'aurai le temps. Donc, il vient déjà avec 4 membres de son équipe. En plus, oui, ben normalement, quand il y a une menace, généralement, tu l'élimines. Parce que cette menace-là, on en a parlé avec Ten Hag, cette menace-là, elle était prévue justement pour venir quelque part remplacer Ten Hag. Donc aujourd'hui, Amorim, ça ne va pas. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On va toujours se pencher sur Ruud van Nistelrooy. Encore et encore. Et ça, on l'a déjà vu. Quand Van Gaal nous quitte, c'est Giggs qui prend la relève. Quand Ole nous quitte, c'est Carrick qui prend la relève. Tant que malheureusement, et ça c'est vrai, c'est difficile à avaler, mais c'est quand même vrai, tant que malheureusement un ancien joueur de Manchester United est là sous ton ombre, donc derrière toi, comme le mot m'échappe, comme un corbeau, ça va être toujours difficile. Donc, encore une fois, guys, bon vent. Et donc là, nous allons essayer de parler, d'introduire un peu Ruben. On va parler maintenant un peu de notre coach. Visiblement, certaines informations ont déjà commencé à fuiter. Apparemment, celui-ci serait en quête de joueurs avec une grande intensité. Donc tout de suite, des joueurs comme Eriksen ont été ciblés. Apparemment, celui-ci ne va pas être renouvelé. Qu'on soit bien d'accord, le contrat d'Eriksen arrive à expiration en juin prochain. Connaissant Ineos, ils ont déjà laissé partir Varane, ils ont déjà laissé partir Martial, donc en termes de gros salaires, on dégraisse rapidement. Je ne pense pas que ce soit Amorim qui, tout de suite, nous dit « Bah, Eriksen, ce sera j'en veux pas ». Je ne crois pas. Généralement, tant que moi, personnellement, je n'ai pas entendu de la bouche du manager ou bien du directeur sportif, en tout cas, je n'ai pas vu les mots sortir de la bouche de la personne concernée, tout ce qui est écrit, généralement, je fais abstraction. Donc, venez nous dire que oui, telle personne, il a dit qu'il n'en veut pas. J'attends de voir. Maintenant, il n'y a pas eu de conférence de presse, donc je suppose qu'on va devoir attendre malheureusement celle de Ipswich, donc la semaine prochaine. Mais en tout cas, il a eu à parler de Manchester United, donc lors de sa dernière conférence de presse avec le Sporting, donc juste après avoir battu Braga, sachant encore une fois qu'ils étaient menés 2-0, il est revenu, il a su redresser la barre. 4-2. Masterclass. Donc, à la fin de ce match, il s'est exprimé concernant Manchester United en nous disant qu'il va employer un système qu'il connaît bien. C'est-à-dire que là, il arrive à l'aveuglette, il ne connaît pas encore les joueurs, il va mettre en place un système qu'il connaît bien. Ça, c'est un point important. Pourquoi? Souvenez-vous, un point sur lequel nous avons jugé Ten Hag. Quand il vient, il nous dit « Je ne serai pas capable de reproduire ce que j'ai fait à l'Ajax. » LOL. Ok, t'as pas les joueurs, tu demandes. Voici les joueurs que je veux, tac, 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 tac. Et encore une fois, guys, c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux partir. Tu peux venir dire, la raison pour laquelle moi, je suis allé te chercher, parce que soi-disant, t'es d'un bon maçon,
Et tu vas me dire, oh ben, franchement, oui, c'est vrai que j'ai construit 2-3 maisons, mais je ne serais pas capable de reproduire cela. LOL. Donc, premier point, il dit qu'il va aller avec un système qu'il connaît bien. Ok? Deuxième point, il nous dit donc, derrière, il va s'adapter avec les joueurs qu'il a. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va voir, examiner les joueurs qu'il a à sa disposition, voir comment il pourrait opérer, et dans le cas contraire, ben, si jamais nous avons des Tinky, chose qui en effet est vraie, il y a des Tinky dans cette équipe, il va dégraisser et puis aller chercher des joueurs qu'il faut. Tu vas venir dire en tant que TNA, je vais dépenser 600 millions, comme ça, à l'aveuglette. Tu veux De Jong, va chercher un joueur semblable à De Jong. Mais aller nous chercher des Casemiro ou des Ugarte sans vouloir leur manquer de respect, ça veut dire qu'en réalité, tu ne sais pas ce que tu veux. Donc là, je suis pas en train de manquer de respect envers Casemiro et Ugarte, mais juste par rapport à la philosophie du coach. Ce sont des joueurs qui, pour moi, ne fitent pas dans cette philosophie. Maintenant, c'est un autre débat. Donc voici les deux points. Premier point, un système. Donc c'est-à-dire que ce sera aux joueurs de s'adapter. Moi, je vais faire mon 3-4-3. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Deuxième point, ben, je vais voir ce que j'ai dans le ventre, ce que j'ai à ma disposition. S'ils sont pas bons, ben, derrière, j'échange. Maintenant, guys, je vais essayer de vous rapporter quelques détails supplémentaires sur notre coach. Il a commencé très tôt avec le Benfica. Très tôt, donc, il a commencé chez les jeunes de Benfica. Malheureusement pour lui, il s'est cassé le bras. Et derrière, Benfica s'est rendu compte que finalement, ben, ils en voulaient pas. Ils lui ont dit, ben, écoute, franchement, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez performant, et en plus, tu t'es cassé le bras, on n'en veut pas. Donc, du coup, il est parti. Et quand il est parti, il y avait son ami Bruno Simao qui lui a dit, ben, écoute, viens jouer avec nous au BNSS. Je crois que c'est BNSS. En tout cas, c'est comme ça qu'on le prononce. Donc, il est parti continuer sa carrière là-bas, en ayant le bras cassé, mais on l'a accepté parce que, soi-disant, il a été recommandé par Bruno Simao, justement. Donc, on l'a accepté, il est arrivé, il a voulu donc faire ses preuves. C'est vrai qu'on t'a accepté, mais derrière, il va falloir que tu nous montres que tu as dans le ventre. Donc, il a travaillé 2 fois plus en ayant toujours le bras cassé. Il a commencé à jouer lors d'un match qui était assez pauvre, sinistre, en 2003, pardon. Il est rentré tout de suite, au bout d'une minute, il y a eu un but, et au final, il a fini le match, ils ont gagné 2-0. Il a été l'homme décisif qui a pu changer le cours du match, et puis donc, c'est grâce à lui qu'ils ont remporté donc le match. Et donc, progressivement, il est devenu titulaire, jusqu'à ce que derrière, le même Benfica, qu'il avait rejeté, qui avait pensé que derrière, ça allait être un joueur infirme, le rappelle. En 2008, il revient jouer au Benfica. En 2010, il est appelé lors de la Coupe du Monde, vu juste après la blessure de Nani. Donc Nani s'était blessé, donc il n'a pas participé à la Coupe du Monde cette année-là, et donc c'était lui le remplaçant de Nani. En 2014 également, il était à la Coupe du Monde. Malheureusement pour lui, cette fois-ci, il n'a joué aucun match. Mais en tout cas, c'est un joueur qui, bras cassé, a fait ses preuves. Donc si on regarde progressivement, par exemple, lors de la saison, juste avant d'aller au Benfica, lors de la saison 2006-2007, il joue généralement 28 matchs sur 29. Chose qui est assez quand même impressionnant. 28 matchs sur 29, il devient donc un titulaire indiscutable. Également, même au Benfica, il devient un joueur important. Et quand vous regardez un peu son style de jeu, c'est un joueur qui se rapprocherait fortement de Paul Scholes. Frappe de loin, beaucoup de frappes de loin, donc genre c'est un milieu dominant, c'est un milieu qui aide à vraiment dominer son adversaire, donc c'est un milieu qui aide vraiment à construire une équipe. Donc c'est quelqu'un honnêtement, malheureusement, qui a dû prendre sa retraite très tôt dans sa carrière parce que justement il a eu beaucoup de blessures. Et ce que j'aimerais souligner en termes de personnalité, c'est que le fait d'avoir eu le bras cassé, le fait d'avoir été obligé d'arrêter sa carrière, ne l'ont pas empêché derrière d'avoir une vision. Rubena a commencé sa carrière d'entraîneur lors de la saison 2018-2019 dans une équipe qui évoluait encore en 3e division portugaise, une équipe qu'on appelle Casapia. Malheureusement pour lui, il perd ses 2 premiers matchs et là ça commence à s'agiter en conférence de presse, lui demandant s'il était menacé. Il répondit simplement oui. Bien évidemment, je ne me vois pas
perdre 3 matchs consécutifs. Dans le cas contraire, je serais probablement licencié. C'est à cet instant qu'il décide de révolutionner le game en amenant son 3-4-3. Son fameux 3-4-3 dont aujourd'hui il ne se sépare plus. Apparemment, c'est un 3-4-3 assez alléchant qui ramène beaucoup de buts, très stable et surtout très agréable à regarder. Donc c'est ça qu'il a utilisé. Et quand il dit donc je vais utiliser un système que je maîtrise, que je connais parfaitement, on suppose que normalement, je dis bien normalement, il va continuer encore avec son 3-4-3. Malheureusement, dans cette équipe de Casapia, il est obligé par la suite de démissionner parce que derrière, il donnait des instructions techniques sur le terrain et apparemment, son niveau ne lui permettait pas de le faire. Donc, il n'avait pas l'expérience normalement pour pouvoir le faire. Donc, ce qui fait qu'il écope d'une sanction de quelques mois. Après 8 mois, il hérite donc de l'équipe B de Braga pendant un court temps, mais pendant ce laps de temps, il a quand même 8 victoires en 11 matchs. Chose quand même qu'il faut saluer. 8 victoires en 11 matchs. Derrière, ce même Benfica-là qu'il avait rejeté quand il était jeune, revient en lui proposant le poste de manager des U23. Chose apparemment qu'il a refusé, parce que derrière, il aurait pressenti qu'il allait avoir un meilleur poste. Ce qui est évident, car en 2020, en avril 2020, il hérite donc de cette équipe du Sporting. Mais chose que vous devez noter, c'est que tout de suite, en 2 mois, dans un court temps, l'équipe commence à jouer vraiment très bien. Et cette équipe n'avait pas remporté le moindre championnat depuis 19 ans. Tout de suite, elle est alléchante à regarder, elle marque beaucoup de buts, stable défensivement, il reproduit encore les mêmes séquences encore et encore et encore. Mais une chose que je vais vous apprendre probablement, c'est qu'il est champion lors de sa première fois avec le Sporting avec 0 défaite. Donc oui, tout le monde parle de l'année des invincibles d'Arsenal. Et ça, honnêtement, je dois vous l'apprendre, moi-même, je viens de le découvrir. Il a été champion en étant invincible. En rappelant également que depuis lors, c'était Benfica et Porto qui se partageaient systématiquement donc les coupes première division portugaise. Donc il arrive, il révolutionne le game et partout où il passe, il laisse son empreinte. Les joueurs, c'est quelqu'un apparemment très fluide dans la communication, qui vous dit tout ce qu'il a, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il pense et il n'a pas de non-dit. Donc quand il nous dit oui, je veux parler avec Ruud van Nistelrooy, il va nous expliquer le tout. On va encore une fois probablement attendre Ipswich pour entendre ce qu'il a à nous dire par rapport à ça. Mais ce que j'ai voulu vous dire dans cette vidéo, c'est que c'est quelqu'un qui malheureusement pour lui donc a eu pas mal de bavures, le bras cassé, une carrière pleine de blessures, mais qui a toujours su rebondir. Ça, c'est un point important. Et donc, visiblement, les points forts qui dégagent de ce personnage, c'est communication. C'est donc capable de restructurer une équipe. Et ça, encore une fois, la base dans toute chose, c'est la communication. Si vous arrivez à communiquer, si vous êtes facile dans la communication, vous allez vous en sortir, peu importe. Parce que dans le cas où l'équipe est en perdition ou voilà, et elle ne joue pas bien, il faut quelqu'un capable donc de leur transmettre les bons mots pour pouvoir les révolter, pour pouvoir les motiver. Et ça, apparemment, il sait faire. Tactiquement, il est là, il est prêt. Bien sûr, ça ne sera pas la même ampleur, on le sait. Manchester United, ce ne sera pas les mêmes attentes, on le sait également. Mais en tout cas, pour l'instant, du peu que je suis allé voir, j'ai envie de lui dire bienvenue. Tu n'auras certainement pas la tâche facile, mais en tout cas, bienvenue à toi. Nous serons là pour t'aider à condition, et il est très important de le répéter, à condition que tu ne te perdes pas. Ne viens pas nous sortir un 4-3-3, un 4-2-3-1. Déjà, petite parenthèse, ça fait donc depuis le départ de Moïse qu'on joue en 4-2-3-1. Van Gaal jouait en 4-2-3-1. Mourinho jouait en 4-2-3-1. Ole jouait en 4-2-3-1. De toute façon, Ole, il est venu, il a pris, comme c'était un tocard, il a fait copier-coller Mourinho et il a rajouté la contre-attaque. Bref. Rangnick, 4-2-3-1. Ten Hag, 4-2-3-1. Il y en a marre du 4-2-3-1. Il y en a marre du 4-2-3-1. On en a marre. Donc là, on veut voir un nouveau style. On veut voir une nouvelle philosophie, un nouveau système de jeu. Ramène-nous du neuf. Ne viens pas t'adapter. C'est le contraire. Ce sont les joueurs, le staff qui doit s'adapter. Bien que derrière, tu viens avec ton staff. Donc, guys, on va essayer de faire une autre vidéo.
Je l'ai bien essayé parce que là, voilà, vous voyez, on court dans tous les sens. On sort le matin, on rentre le soir, donc franchement, voilà. Et ça va durer probablement 3 semaines puisque je rentre chez moi le 1er décembre. Donc on va essayer de faire une autre vidéo sur le staff qu'il a amené avec lui. En attendant, merci guys pour le soutien. Merci infiniment et je vous dis donc prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.